C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Les nouvelles de ta GP? Dommage, comment c'est tiré? Et avec le Corona, il a manqué des pièces. Ah, Donc on commence à manquer des pièces. Des poignées, des machins, des trucs. C'est des petits trucs. Hein. Bah, ça va, il est né le 25 février 1946 à Pierrefort, dans le Cantal. Son père était médecin. Il a un fils, Nicolas, qui est agent de pilote. Il partage sa vie avec Michèle Yeo, actrice, productrice de cinéma. Il est entré à l'école des cadres de Neuilly-sur-Seine pour faire plaisir à ses parents. Car son plaisir à lui, c'était les voitures, les courses, la vitesse. Adolescent, il bricolait des voitures dans un garage d'Asnières avec ses amis. Il voulait être Jim Clark. Il débute sa carrière professionnelle en 1966. Il participe aux épreuves du championnat du monde de rallye jusqu'en 81, date à laquelle il remporte le titre de champion du monde des constructeurs sur une Talbot Lotus avec Guy Fréquelin. Il fut le coéquipier des meilleurs pilotes et remporta de nombreuses victoires sur des rallyes internationaux. C'est ce métier de copilote qui l'a aidé à devenir patron d'écurie. Chez Peugeot, il a lancé la 205 Turbo 16 qui remporta 2 fois le titre mondial des constructeurs en 85-86. Il rejoint Ferrari de 93 à 2008 comme responsable du groupe Ferrari Maserati, puis conseiller du président. Il est le président de la Fédération internationale de l'automobile depuis 2009. C'est son 3e mandat. Depuis 2015, il est nommé envoyé spécial pour la sécurité routière par le secrétaire général des Nations Unies. Juste une anecdote, il aime tout, mais il adore les glaces. Nous avons l'honneur d'accueillir quelqu'un d'exceptionnel pour notre 400e déjeuner, Jean Todt. Jean. J'avais mis une marche, mais j'ai oublié des choses, non? J'ai dû oublier des choses. Moi, j'ai fait une petite synthèse quand on a préparé l'entretien ensemble il y a 10 jours. J'ai identifié 5 personnes qui vous ont marqué. Votre épouse, Michael Schumacher, Nicolas Todt. Qui continue à me marquer. Ouais, j'espère pour vous. Gérard Saillant, vous nous direz pourquoi, et Jim Clark. Sans rentrer dans trop de détails, 2-3 anecdotes par rapport à ces rencontres. On va commencer par Jim Clark. En fait, toutes les histoires ont un début. Et très jeune, en fait, tout à l'heure, un de nos amis me demandait où j'étais né. Je suis né à Cantal, à Pierrefort dans le Cantal. Mon père était médecin. Et en fait, pour lui, la voiture, c'était un moyen de se déplacer pour aller voir ses malades. Et moi, naturellement, j'ai aimé la compétition automobile et mon modèle, quand j'étais jeune, c'était Jim Clark. Donc, ça a été en fait mon inspiration. Ensuite, eh bien, j'ai eu le privilège de connaître Gérard Saillant que j'ai eu d'ailleurs il y a quelques minutes au téléphone, parce qu'actuellement c'est lui qui s'occupe au sein de la FIA de la cellule de crise pour le coronavirus. Et j'en profite pour vous dire que je suis impressionné de voir que tout le monde est venu au moment où hier on recommande à tout le monde de se cacher, sûrement pour des bonnes raisons. Et là, je suis un petit peu troublé parce que je suis en contact actuellement avec l'Australie, où on est en train de décider si on va annuler ou pas le Grand Prix, parce qu'en fait, on a découvert quelqu'un qui était positif au coronavirus, ouais, notamment dans l'équipe de McLaren, qui a d'ailleurs annoncé qu'il ne participerait pas à la course. Donc, ça veut dire que je suis un petit peu pris avec tous ces problèmes. Mais pour en revenir à Gérard Saillant, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné lorsqu'on avait des moments difficiles sur l'aspect médical. Et ensemble, on a créé, maintenant il y a 10 ans, l'ICM, qui est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui est basé à Paris, dans le plus grand hôpital français qui s'appelle la Pitié-Salpêtrière, et où on a 700 chercheurs. Et on a eu le plaisir de connaître notre classement à l'échelon mondial sur les centres de recherche. Je crois qu'on est 2e en centre de recherche sur le cerveau
dans le monde. Et donc c'est un projet qu'on a démarré ensemble. Évidemment, on est très content de ça. Et d'ailleurs, ce projet, je rentre directement aussi dans le vif du sujet, il se fait grâce à des dons. Donc, je vous encourage tous, vous qui êtes entrepreneurs et qui êtes également susceptibles d'être directement ou indirectement touchés par une de ces maladies, de contribuer, ce qui nous permettra d'améliorer nos programmes de recherche. Mon fils, il est évidemment très important, d'ailleurs c'est peut-être le bon hasard qui se trouve au milieu de cette photo. Hein, donc, il est agent de Massa. Donc mon fils est très actif dans l'automobile, il a une usine, c'est un entrepreneur comme vous, et il a il a repris une usine de karting qui s'appelle Pirelli, qui est basée en Italie, et puis il est également agent de pilote. Parmi ses pilotes, il a Philippe Massa, Charles Leclerc, et il cherche des jeunes talents, souvent qui débutent dans le karting, et puis ensuite il les amène au plus haut niveau. Michael, notre collaboration, elle a commencé en 1996, quand il a rejoint Ferrari. Et puis on a vécu des moments extrêmement forts, très pénibles, très joyeux. Et on a une profonde amitié qui nous lie. Et comme tout le monde le sait, le 29 décembre 2013, il a été victime d'un accident terrible qui l'a handicapé. Et donc notre amitié reste totale avec lui et avec sa famille, mais évidemment avec des contacts qui sont différents. Et puis Michel, c'est ma femme que j'ai connue à Shanghai le 4 juin 2004. Donc on est ensemble depuis pratiquement 16 ans. Et donc on est souvent ensemble, souvent séparés de par son métier. Actuellement elle tourne un film à Los Angeles. Et donc, dès qu'on a la possibilité d'être ensemble, on est heureux ensemble. Et elle m'accompagne beaucoup. Elle m'accompagne beaucoup dans mes activités, notamment au niveau de l'ICM. C'est une des marraines de l'ICM avec Jean Reynaud. Elle m'accompagne beaucoup dans le domaine de la sécurité routière. Elle est également ambassadrice de bonne volonté pour le PNUD. Donc, elle est très engagée et ça nous rapproche dans beaucoup de domaines. Alors voilà, c'est impressionnant parce que des photos. Ça fait 5 minutes qu'on discute ensemble et j'ai le sentiment que vous êtes quelqu'un de très précis. Ça se sent, de toute façon, quand on a organisé l'événement, je remercie Xavier Malenfer pour toutes les coulisses de... Alors là, c'est terminé, là, t'as pas payé ta note, Mickaël. Et on sent quelqu'un de très précis, vous aimez les chiffres, ça se sent. Vous aimez les chiffres. J'aime, en fait, non, donc j'ai un assez bon contact avec les chiffres, mais effectivement, je suis précis. Ce qui rend ma vie difficile et ce qui rend aussi la vie des gens autour de moi difficile, parce que j'aime bien que les choses soient bien faites, soient précises. Comme je suis exigeant, je suis jamais content. Donc c'est peut-être un handicap d'un côté pour avoir un plaisir continu, quotidien, mais je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à gravir les marches. Donc c'est ancré en moi. On va revenir sur les 5 peut-être moments forts de votre carrière, ce titre de champion du monde en 81. En 85, vous gagnez le Rallye Monte-Carlo, vous gagnez le Paris-Dakar, vous gagnez les 24 heures du Mans, vous gagnez le champion du monde, vous avez tout gagné. Est-ce que vous avez un regret dans votre vie? Alors pour ça, on a tout gagné, il faut être extrêmement humble. On a gagné un certain nombre de courses dans un domaine qui me passionne, mais je serai quand même plus modéré sur le tout. Et puis ensuite, des regrets, on a toujours des regrets, mais je vous avoue que si vous me demandez quel est mon plus grand regret, je ne vais pas être capable de vous donner une réponse tout de suite. Peut-être mes plus grands regrets, c'est plus intime, c'est personnel, c'est éventuellement de ne pas avoir profité suffisamment de gens que j'aime et qui sont partis, mais de regrets dans le domaine professionnel, je n'en ai pas vraiment. Donc ça veut dire que vous avez toujours choisi, on vous a choisi, ou est-ce que vous avez toujours choisi où vous vouliez aller? Quand vous êtes arrivé chez Ferrari, on est venu vous chercher, ou est-ce que c'est vous qui avez un petit peu... Non, on est venu me chercher à ma grande surprise.
parce qu'en fait, au fond de moi, je pensais, donc, je suis fidèle dans ma vie, fidèle dans mes habitudes, dans mes amitiés, et pour moi, lorsque je suis rentré chez Peugeot, en fait, comme patron de la compétition, puisque à l'époque j'avais créé Peugeot Talbot Sport, c'était en 81, fin 81, octobre 81, je crois, quand j'ai arrêté cette première partie de ma vie qui était d'être coéquipier de rallye. Et pour moi, j'allais passer ma carrière chez Peugeot, chez PSA. Et comme j'aimais bien monter les marches, donc j'ai monté avec Peugeot un certain nombre de marches, et à partir de 92, je considérais que je voulais faire autre chose que de la compétition automobile. Donc à l'époque, j'avais vu la direction générale de Peugeot en disant, voilà, je considère que j'ai fait le tour de la compétition automobile, j'aimerais faire autre chose. Et puis finalement, mon souhait n'a pas abouti. Donc pour moi, on considérait que j'étais une valeur sûre pour gérer les affaires liées à la compétition automobile et un peu à l'image. Et donc à ce moment-là, eh bien, ça m'a permis de me libérer et de me dire, si eux ils ne veulent pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont vouloir. Et à l'époque, j'ai eu un certain nombre de propositions, d'ailleurs un certain nombre de propositions de marques importantes, aucune française, dont celle de Ferrari. Alors c'est un peu en contradiction quand je voulais plus faire de compétition et je suis resté Ferrari. Ferrari, c'est l'exception. C'est une machine quand même. Parce qu'à aucun moment je pensais qu'un jour on me demanderait de diriger la Scuderia Ferrari. Et en plus, on me disait c'est impossible, tu n'y arriveras pas. Donc, pourquoi? Parce que personne n'y était arrivé, réellement. Et je me souviens de Alain Prost qui avait passé quelques années comme pilote chez Ferrari. Il me dirait tu ne tiendras pas. 15 mois, ça sera déjà un exploit. 2 ans, n'y pense pas. Et j'avoue que ça m'a un peu titillé. Et j'ai dit, si on me dit que c'est impossible, on va essayer de le faire. Alors, c'est quoi les clés de succès de Jean-Todt de durer comme ça à la Scuderia Ferrari quand tout le monde prédit que vous ne pourrez pas tenir? C'est quoi votre clé de succès? Moi, je pense que déjà, c'est d'avoir eu quand même de l'autre côté des gens qui disaient qu'ils n'avaient pas mieux. Donc, qu'il fallait me donner par défaut, là. Vous étiez gardé par défaut. Et puis moi, d'avoir résisté. Donc, vous savez, c'est jamais uniquement une raison, c'est un ensemble de raisons qui font qu'on arrive à quelque chose ou qu'on n'arrive pas à quelque chose. Et finalement, au bout de... Déjà, je voulais partir au bout de 2 ans. Donc, je suis arrivé le 1er juillet 93. En 2005, je voulais partir. On ne m'a pas laissé partir. On m'a nommé patron de l'ensemble de l'entreprise. Et au bout de 4 ans, j'ai dit maintenant, je vais partir. Et c'était en avril 2008. Et on m'a demandé de faire encore 1 an pour mettre en place la structure qui allait suivre. Et en avril 2009, je suis parti. Pourquoi c'est si magique, Ferrari? Pourquoi cette marque-là, on a l'impression qu'il y a elle et les autres? Pourquoi? Je crois que c'est une question que je pourrais vous poser. Parce que en fait, Ferrari, c'est magique pour tout le monde. Parce que c'est probablement le seul constructeur qui fait des voitures qui font rêver et qui allie l'image du constructeur à un constructeur élitiste, puisque Ferrari, à l'époque, produisait 5-6 000 voitures, je crois qu'ils en font 10 000 maintenant. Donc c'est un constructeur élitiste qui est également une vitrine pour l'industrie italienne, avec cette passion, et on sait que les Italiens sont passionnés, encore plus que beaucoup d'autres nationalités. Donc la passion de l'automobile, la passion de la marque, la beauté des voitures, l'histoire de Ferrari font en sorte que Ferrari est un mythe. Alors quand il y a il y a 22 Grands Prix dans une saison, quel est le circuit où quand Ferrari se déplace, c'est Monza où il y a le plus d'émotion? Est-ce que dans tous les circuits du monde c'est la même émotion? Non, il y a une émotion, là ça dépend aussi beaucoup des pays, de la mentalité. Donc on est à Valenciennes, la mentalité d'un Valenciennois, on dit, et d'un Niçois est différente. Donc entre un Français, un Italien, un Anglais, un Allemand, et si on va en dehors de l'Europe, chacun a sa manière de voir les choses, sa perception.
et la chaleur et la passion d'un Italien est particulière. Alors, je repose ma question un peu différemment. Quand vous allez dans un stade de rugby, par exemple Eden Park en Nouvelle-Zélande, c'est le mythe du rugby dans le monde. Aujourd'hui, sur un circuit de Formule 1, quel est le circuit ou les circuits qui sont mythiques quand vous êtes dans le paddock? Non, effectivement, il y a Monza. Monza, en Angleterre, il y a Silverstone. Il y a Monaco. Il y a un Grand Prix au Japon, par exemple, Suzuka, parce que les Japonais, il y a une culture pour la compétition automobile qui est également unique, mais chacun avec son approche. Mais disons que le lien Ferrari-Monza, c'est probablement le plus fort. Alors, souvenir de ces belles années chez Ferrari, est-ce que vous en avez un qui vous revient à l'esprit? C'était pas les meilleures années, là. Hein. Ouais, peut-être, mais c'est cette photo que j'ai trouvée, donc... Donc ça doit être... c'est peut-être la première année où... Oui, c'est la première année où Michael rejoint Ferrari, donc c'est en 96. 96, et là on allait partir pour un certain nombre d'années qui ont été particulièrement difficiles. Et c'est probablement aussi la difficulté, c'est ce qui permet de souder des liens. Parce que quand on est dans le vif du problème et qu'il y a beaucoup de choses à résoudre, c'est là où on se rend compte s'il y a la solidarité ou le manque de solidarité, où les gens se détruisent mutuellement. Et là, au contraire, dans les moments difficiles, on a été extrêmement soudés et ça a créé des liens indissociables. Alors, je vous ai posé la question du meilleur souvenir, le pire souvenir chez Ferrari. J'ai beaucoup de mauvais... peut-être le plus mauvais souvenir, c'est quand Michael sort de la route à Silverstone en 99, et puis pendant quelques minutes, on ne sait pas exactement quelles vont être les conséquences de l'accident. Et puis finalement, ça s'est pas trop mal terminé puisqu'il a eu une jambe cassée. Mais c'est à partir du moment où il y a un effet physique, corporel. Et là, on se rend compte que finalement, le résultat, peu importe. Mais c'est quelles peuvent être les conséquences. On a parlé quelques minutes de Ferrari, mais on va parler du sport automobile. Ça, c'est quelques-uns des pilotes avec qui vous avez concouru. Guy Fréquet, on en a parlé tout à l'heure dans la bande-annonce. Est-ce qu'il y en a un autre ou deux autres qui vous ont profondément marqué? Je pense que le plus talentueux sur cette photo, c'est le deuxième en partant de la gauche en bas, Alain Nicolas, qui était un pilote qui avait des dons probablement extrêmement particuliers. Et quand on est copilote comme ça, ça va vite forcément, on a dû l'imaginer quand on a notre femme à côté qui regarde la carte et elle a déjà mal au cœur au bout de 30 secondes. Vous étiez jamais malade Non, ça dépendait. Là aussi, c'est très psychologique. Parfois, quand on se dit on va être malade, on est malade. Et quand on dit on ne va pas être malade, on n'est pas malade. Mais il y avait des rallyes qui étaient parfois plus difficiles que d'autres. Les plus difficiles, c'était les rallyes sur le goudron. Je pense notamment au Tour de Corse, parce que ça tourne beaucoup. Et puis peut-être le rallye de San Remo. C'était les rallyes qui... Et surtout, là aussi, il y a une période d'acclimatation. C'est-à-dire que si on n'a pas fait un rallye pendant quelques semaines, eh bien, la reprise est plus difficile. Et puis après, on revient dans le bain. Alors, petite question de Gérard Rolls. Monsieur le Président, question, honnêtement, au fond du cœur, est-ce que tu ne regrettes pas un peu les Formule 1 longtemps, le son des moteurs de l'époque, les voitures qui se doublaient, les pilotes qui se doublaient aussi sur la piste, et pas seulement dans les stands. Alors évidemment, c'est bien la sécurité, c'est bien, mais le spectacle, avant, c'était quand même... Alors si j'ai bien compris la question, est-ce que je regrette le passé? Franchement, je regrette jamais le passé. Mais cela étant, il faut vivre avec son temps. Et ce qui était possible il y a 50 ans n'est plus possible aujourd'hui. Donc il faut être réaliste. Il ne parle pas de 50 ans, il parle il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, dans le contexte environnemental dans lequel nous sommes, si on disait, eh bien, on va garder des moteurs avec des voitures qui consomment 100 litres d'essence aux 100 km, ça serait de l'irresponsabilité. Ça consomme combien aujourd'hui une Formule 1? Je pense que c'est autour de 35 litres, donc 3 fois moins qu'avant, avec des performances supérieures.
C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a voulu créer la formule électrique. On est obligé de tenir compte de ce qui se passe. C'est pour ça, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il n'y avait pas de limite de vitesse sur les routes. Aujourd'hui, c'est indispensable qu'il y ait des vitesses limitées. Il y a 45 ans, en France, avec une population à peu près comparable, il y avait 18 000 morts sur les routes. 45 ans plus tard, parce que des mesures responsables ont été prises, l'année dernière, je crois qu'il y en a eu 3 259, avec 3 fois plus de véhicules. Donc ça veut dire qu'on a amélioré par 15. Alors on peut dire, c'est moins sympa, on a des contrôles, mais heureusement. Et malheureusement, ce que je vis, ce que je subis en ma qualité d'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière, c'est que tous les pays en voie de développement, ils sont dans une situation parfois pire de la situation dans laquelle la France se trouvait il y a 50 ans. Donc ça veut dire qu'il faut agir. Et c'est pareil, en matière de compétition automobile, il fallait faire quelque chose, au risque de perdre des disciplines comme la Formule 1. Parce qu'aujourd'hui, ce ne serait plus accepté. Et on voit d'ailleurs, actuellement, on est en train de vivre un moment tragique pour la société avec cette pandémie de coronavirus qui aura des conséquences terribles. Parce qu'il y a aussi une médiatisation exceptionnelle de tout ce qui se passe qui n'existait pas avant, avec des conséquences terribles. Donc ça veut dire qu'il faut avoir la vision et se dire qu'est-ce qu'on doit faire justement pour être responsable. Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on parle toujours de la course, la performance au niveau des voitures, bien évidemment sur le circuit, mais la course, elle se perd ou elle se gagne également dans les paddocks. Et on a récupéré, je remercie Victoire. La course, elle se gagne à l'atelier, déjà. Parce que c'est là où on prépare les voitures. Et surtout maintenant, avec tous les moyens de simulation qui sont à disposition et tout ça, ce qui veut dire, d'ailleurs, c'est assez exceptionnel de voir, je me souviens, il y a 20 ans, 25 ans, le premier jour où on mettait une nouvelle voiture sur la piste, on faisait 5-10 tours. Et tout cassé. Alors qu'aujourd'hui, les voitures rentrent en piste et le premier jour, elles font 100 tours sans problème. Parce que tout a été préparé dans les ateliers, dans les bancs d'essai, dans les bancs de simulation. Donc c'est là que les courses se gagnent. Et puis ensuite, il y a l'application qui se fait le jour du Grand Prix ou les jours précédant les Grands Prix, où justement il y a les entraînements pour les changements de pneumatiques notamment. Alors justement, quand on voit ça, bien évidemment on aime bien voir les changements de pneus, mais regardez ça, c'est quand même assez incroyable. C'est le record qui existe actuellement sur le changement de pneus. 1,91 non 1,88. Ouais. C'est Verstappen. 1 seconde 88 pour changer 4 pneus, ce qui est quand même assez incroyable. À votre époque, Jean, la moyenne était à combien? Pardon? Il y a une dizaine d'années, la moyenne était à combien lorsqu'on changeait les pneus comme ça? Non, c'était 4-5 secondes, mais à l'époque, souvent, c'était lié également à un ravitaillement d'essence. Oui. Et je me souviens que le ravitaillement d'essence et le changement de pneus, c'était en 8-9 secondes. Ce qui était déjà un bel exploit, mais là, c'est quand même impressionnant. Aujourd'hui, quand on gère une équipe sportive, comment on choisit son équipe? C'est vous qui composez quand vous êtes patron d'une écurie ou est-ce qu'on vous force un peu la main? Non, enfin, moi, on ne me force pas la main. Hein. Donc, c'est-à-dire que... il faut, alors, on peut avoir des propositions, au contraire. Hein, mais pour moi, le résultat... Le succès, mais ça c'est valable pour toutes les entreprises, le succès d'une réussite, c'est l'encadrement. C'est d'être capable d'être un bon manager, un bon leader, et surtout d'être extrêmement ambitieux, extrêmement exigeant par rapport aux gens qui vous entourent. Et malheureusement, c'est pas toujours. Et puis derrière, il faut faire des bons choix, parce qu'on peut être exigeant, tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'on fait tout le temps sans faute. Donc on parle, il y a des choix de casting, entre guillemets, qui sont plus ou moins bons, et puis ensuite, eh bien, il y a le résultat qui arrive derrière. Alors votre exigence, vous en avez parlé tout à l'heure, elle doit séduire, elle doit certainement donner envie à beaucoup de collaborateurs de travailler avec vous. Elle fatigue, vous savez. C'est ce que j'allais vous dire, elle doit être très fatigante à gérer. Là, souvent, il y a des gens
c'est gratifiant parce qu'il rêve de venir travailler avec moi et tout, mais il faudrait poser la question. D'ailleurs, il y en a une de mes victimes là où il est, Xavier. Xavier Malenfer, mets-toi debout, voilà. Voilà, et là, je peux vous garantir qu'il ne doit pas être content de venir travailler tous les jours. Mais parce que il y a l'exigence. Et il y a, pour moi, et c'est quelque chose qui me motive, la recherche de la perfection. Alors, vous l'avez dit, pour réussir, il faut une belle équipe. Il faut également des bons pilotes. Quand vous choisissez aujourd'hui des pilotes, comment vous les choisissez? C'est quoi les critères? Alors, si vous voulez d'avoir choisi Michael, j'avais aucun mérite, dans la mesure où il avait été champion du monde. Il est arrivé chez nous en 96, il a été champion du monde, et à l'époque, en 95, en fait, j'avais commencé, je suis rentré chez Ferrari, je vous le disais tout à l'heure, le 1er juillet 93, et j'avais commencé à discuter avec Ayrton Senna, parce que je pensais qu'il avait toutes les qualités pour venir chez Ferrari. Il avait envie de venir en 94. Et en 94, on avait 2 pilotes qui avaient déjà un contrat, c'était Jean Alesi et Gerhard Berger. Donc je lui ai dit, on aimerait t'avoir, mais à partir de 95. Et d'ailleurs, à l'époque, il m'avait dit, et j'ai dit, on a des contrats, donc on ne peut pas revenir sur ces contrats. Il me dit, en Formule 1, on peut revenir sur les contrats. J'ai dit, avec moi, un contrat, ça se respecte. Donc, du coup, il a choisi en 94 de partir chez Williams. Et malheureusement, il s'est tué à Imola. Et donc, ça veut dire que c'était plus un choix disponible. Donc, l'autre choix qui paraissait évident, c'était Michael Schumacher, qui allait être le champion du monde en 94. En 95, donc j'avais aucun mérite. Le seul mérite que j'ai eu, c'était de le convaincre de rejoindre Ferrari. Ce qui n'était pas évident parce qu'il était très sollicité. Et donc, c'était quoi les mots que vous avez utilisés? C'était l'argent ou c'était simplement parce que non, c'était... Il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent, évidemment. C'est évident que l'attractivité financière fait partie des composantes. Des composantes pour pas, oui. Mais c'est pas la seule chose. Lui, ce qui l'intéressait avant tout, c'était de savoir quelle était l'ambition de Ferrari et quelle allait être l'équipe qui lui permettrait éventuellement de gagner des courses et de gagner des championnats. Donc je l'ai rassuré par rapport à ce que je lui ai proposé. C'était la feuille de route. La feuille de route, à l'époque, la séduite. Alors justement, puisque vous sélectionnez un pilote, il y a forcément dans une équipe, il y a plusieurs pilotes. Il n'y a pas que le pilote. Oui. C'est le pilote dans une voiture. Non, c'est bon. Le pilote dans une voiture, c'est 10% du résultat. Donc ça veut dire que c'est la voiture qui fait la différence. D'ailleurs, on le voit très bien. La preuve, Michael, il a été champion du monde en 94-95. Il a attendu 2000 pour être champion du monde. Donc c'était pas qu'il était fatigué, qu'il n'était pas motivé, il n'avait pas la voiture qui lui permettait d'être champion du monde. Et on le voit tous les ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile de tout réunir pour être meilleur que les autres. Il faut la voiture, l'équipe, le moteur, la fiabilité et le pilote. Et si on arrive à réunir tous ces ingrédients, eh bien à ce moment-là, on est capable de gagner. Mais si on ne les réunit pas, ça ne marche pas. Alors vous avez des ingrédients supplémentaires, parce que vous avez 2 talentueux pilotes dans votre équipe. Bon, on se rappelle de Prost et Senna dans la même équipe. À un moment, les égos doivent être compliqués à gérer. Donc forcément, ça aussi, quand on est patron d'une écurie, ça ne doit pas être évident tous les jours d'arbitrer. Oui, mais enfin bon, ça fait partie des responsabilités d'un patron. Hein. Il faut... Alors quand vous annoncez que c'est toi qui va gagner, pas l'autre... Oui, mais là, il faut expliquer pourquoi. C'est pas toi parce que ta copine est plus mignonne que l'autre. On donne des raisons. Donc si on explique d'une manière rationnelle pourquoi c'est l'un plutôt que l'autre, alors parfois c'est difficile parce que dans la concrétisation des choses, ils oublient l'accord qui a été mis en place, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, mais après il faut faire appliquer les règles qui ont été décidées. Mais franchement, ça n'a pas été quelque chose de... Alors il y a eu des contre-exemples, je me souviens, c'était à l'époque du Paris-Dakar. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Un pile ou face. Un pile ou face avec Jackie X. Mais il y avait des raisons. Il y avait des raisons. Alors évidemment, il y en a un qui a été plus content que l'autre parce que la pièce s'est tournée du bon côté. Mais les deux criaient au secours. Les deux criaient au secours. On avait deux voitures
2 équipages, il devait y avoir 3 minutes d'écart entre les 2 équipages. Au bout de 10 jours de course, le 3e était à 4 heures et ils s'entre-déchiraient avec la même équipe et puis ils avaient peur de se faire mal. Donc à un moment donné, il fallait prendre des décisions. Et les décisions, en fait, c'était une décision collégiale. Et puis ensuite, il y a l'interprétation. Souvent, l'interprétation des médias ne correspond pas à la réalité, mais il faut vivre avec. Alors, également le critère de sélection, aujourd'hui, dans un Grand Prix de Formule 1, il y a 12 équipes, je crois, c'est ça, Jean? 10. Oui, vous n'avez pas... Il y en a eu de 10 à 12. Ouais, c'est ça, voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi les critères pour pouvoir être dans ces 10 équipes? Alors, il y a ce qu'ils appellent l'accord Concorde. Donc, c'est un accord sur une durée déterminée avec des équipes qui s'engagent avec le promoteur commercial du championnat. Et si on fait partie des 10 équipes qui ont été sélectionnées, eh bien, on participe à l'ensemble des courses du championnat pendant 6-7 ans en fonction de l'accord. Et là, actuellement, eh bien, on est en train de conclure la prochaine époque. Donc, puisque l'accord Concorde actuel était 2013-2020. Donc à partir de 2021, il y a un nouvel accord qui va être signé avec les équipes, avec un nouvel règlement sportif, technique, qui ouvrira une nouvelle voie pour la Formule 1. Voilà, on a mis quelques images pour commenter aussi, parce que ce sport automobile, on connaît tous énormément de dangers par rapport à ça. Comment... Question simple, c'est aujourd'hui quand on est dans le paddock, quand on voit des images comme celle-ci, on doit avoir des moments d'effroi. Comment on le vit de l'intérieur et comment ça se passe la communication sur le circuit à ce moment-là? Bon, déjà, il y a des efforts absolument, ça c'est au Mans, ouais. Il y a des efforts absolument remarquables qui ont été faits pour améliorer la sécurité, aussi bien au niveau des circuits, au niveau des voitures et au niveau des équipements des pilotes. Donc ça veut dire que la course automobile reste une discipline dangereuse, mais heureusement beaucoup moins dangereuse qu'elle l'était il y a quelques décennies, justement parce qu'on a amélioré les circuits, les voitures et les équipements. C'est clair, on le note dans les stades. Alors là aussi, peut-être que le spectacle est différent, l'attente du spectateur est différente. Souvent, il y a quelques décennies, les gens allaient voir une course automobile en espérant qu'il y aurait un accident. Comme quand on va voir une corrida. Et aujourd'hui, on a tout mis en œuvre pour que les gens aient un beau spectacle où il n'y aura pas d'accident. Alors les chiffres clés aujourd'hui, on a dit 22 Grands Prix dans une saison, il y a un peu plus de 4 millions de spectateurs sur les circuits. Les pays payent des sommes astronomiques pour recevoir les Grands Prix de Formule 1, et notamment à Abu Dhabi, plus de 50 millions d'euros. Alors je ne sais pas si le chiffre est bon, mais c'est celui qu'on a trouvé sur le net. Et actuellement, il y a 114 circuits sur la planète qui ont accueilli au moins une fois un Grand Prix. Aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher. Est-ce qu'on va continuer à dépenser des sommes aussi importantes pour un sport automobile, ce sport? Alors là, les 50 millions dont vous parlez, c'est ce que le promoteur, c'est l'organisateur qui paye à l'organisateur du championnat du monde de Formule 1, donc en l'occurrence Formula 1 Management, il paye un droit pour organiser une épreuve. Et donc 50 millions, ce sont des nouveaux pays qui effectivement ont eu une contribution plus importante que d'autres, parce que déjà ils sont plus riches. Et puis en plus pour eux, c'est une possibilité, c'est une vitrine pour leur pays. Vous prenez des pays comme la Malaisie, personne ne connaissait la Malaisie, personne ne connaissait Singapour, donc c'est une vitrine, personne ne connaissait Bahreïn, donc c'est une vitrine formidable qui a un coût, et ensuite cet argent est redistribué au sein des équipes. Et puis à côté de ça, eh bien, le promoteur des droits commerciaux distribue en fonction des classements des dividendes aux équipes. Comme le championnat de foot avec les droits télé. Absolument. Et puis il y a évidemment le coût de la participation des équipes, le coût de la construction et de la recherche des voitures, qui fait qu'effectivement la Formule 1 est un sport qui coûte beaucoup d'argent, ce qui limite d'ailleurs le nombre d'équipes pouvant y participer,
ou de constructeurs. Et à partir de l'année prochaine, on aura un contrôle des coûts avec une limitation au niveau des budgets, donc ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque équipe peut engager autant qu'elle le souhaite. À partir de l'année prochaine, ça va être limité. Alors les chiffres là qu'on a mis sont de 2015, que j'en ai pas trouvé de plus récent. C'est les budgets qui sont mis sur quelques-unes des équipes de Formule 1. C'est moins cher que le football, hein? Ouais, c'est moins cher que le football, mais on a pris le gratin au niveau du foot aussi. C'est quand même des sommes considérables. Je suis très impressionné par le nombre de salariés qu'il y a dans les équipes de Formule 1. Alors là, franchement, c'est pas mal, mais c'est pas pour être plus précis. Ouais, parce que le nombre de salariés chez Ferrari, c'est comparable à Mercedes. Alors là, c'est 2015, hein, c'est Source Capital 2015. Hein. Pour comparer d'une manière juste, il y a dans ces équipes, il y en a 3 qui également construisent un moteur. Donc il y a Mercedes, il y a Ferrari et il y a Renault. Les autres équipes, ce sont des équipes qui ne fabriquent que le châssis et qui achètent leur moteur à un des constructeurs moteurs. Et c'est quand même, j'avoue, j'étais très surpris du nombre de personnes qui travaillent dans des équipes de Formule 1. Ça représente une grosse activité économique, ce qui n'est pas neutre. On dit aujourd'hui... Il y a des fournisseurs qui sont dans cette salle-là. Voilà, c'est un moyen de faire un appel. Il y a peut-être d'autres clients là. Oui. Antoine qui travaille en effet avec le monde automobile. Quand on regarde un petit peu, là, on décompose une Formule 1, alors c'est des chiffres qu'on a essayé de mettre toujours dans ce magazine Capital. Le coût d'une Formule 1 aujourd'hui, c'est entre 8 et 12 millions d'euros. On a fait une fourchette, je me doutais que vous allez me reprendre sur le sujet. Mais boîte de vitesse, 1 million d'euros, un volant à 65 000 euros, le pneu, c'est 1 700 euros le pneu, il y en a 80 utilisés sur un Grand Prix. Enfin, c'est des sommes pharaoniques, je veux dire, aujourd'hui, pour être dans le gratin du sport automobile. Ça vous surprend encore? Non, toutes les belles choses ont un prix, tous les beaux spectacles ont un prix. Hein, j'ai dit tout à l'heure par rapport au football. Et en fait, au football, il n'y a pas de technologie. En fait, on paye des joueurs. Donc, d'une certaine manière, je m'attendrais à ce qu'un championnat de Formule 1 coûte plus cher qu'une équipe de football. Donc, ça me paraît... Alors, dans l'absolu, il faut réduire les coûts, c'est ce que nous faisons, mais la compétition automobile continuera à être un sport coûteux. Alors, en recette également, par contre, lorsque vous mettez une pub sur une voiture, voilà ce que ça rapporte. Alors, bien évidemment, sur le même article, c'est des recettes qui sont non négligeables parce que je visite. Vraiment, là, vous êtes loin de la réalité, il y a beaucoup plus de recettes. C'est vrai. C'est bien, je m'en doute. Beaucoup plus, c'est quoi beaucoup plus? Non, mais en gros, une équipe comme Ferrari, le budget est d'environ 500 millions. Et en coût net, c'est 10-20 millions. Donc, le reste, c'est des recettes. Ouais, donc, on sait que vous n'allez pas applaudir. Petite anecdote, Jean, on vient d'en parler, on a parlé de ce tirage au sort incroyable entre Jackie X et qui avait perdu ce jour-là le Dakar, on en a parlé juste avant, c'est quand même assez incroyable, un fait unique dans le... Mais ce qu'on ne saura jamais, c'est peut-être que grâce à ça, il est toujours vivant aujourd'hui, il arrive à Tannen aussi. Hein. Ça fait partie des choses Tu veux mettre un autocollant qu'on ne peut pas prévoir. Donc imaginez, moi je serais aujourd'hui, si je n'avais pas pris cette décision, qui avait été extrêmement critiquée à l'extérieur, puisqu'on l'avait mal communiqué, je pense que la manière de communiquer est importante, mais et ça va me faire déboucher sur autre chose, parce que, en fait, aujourd'hui, Harry Vatanen est en grande forme, Jackie est en grande forme, et Jackie, à l'époque, il faisait son rallye avec Christian Tarin, un Belge coéquipier. Et Christian Tarin et Jackie, quelques mois plus tard, après le Dakar, ils ont fait le rallye des Pharaons. Et le rallye des Pharaons, il y avait une bagarre sur la piste, et moi je me souviens, j'étais en hélicoptère en Égypte, et j'ai vu leur voiture partir en tonneau de l'avant, prendre feu, et j'ai vu Christian Tarin griller comme un poulet. Et malheureusement, c'est la difficulté, c'est le danger de la course automobile,
Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que cette décision au Dakar ne nous a pas mis face à cette situation. Alors, une autre anecdote, quand vous étiez le patron de Peugeot, À 7h15, j'ai reçu un coup de téléphone dans ma chambre où le standard m'a passé une personne qui m'a passé une autre personne qui était vraisemblablement un Européen qui m'a dit on a la voiture de Vatanen, venez en taxi dans 15 minutes à la Somapac avec 25 millions de francs CFA et pour l'instant on va essayer de retrouver la voiture. C'était à Bamako, ça. c'est une histoire incroyable. Et on n'a jamais... Vous l'avez retrouvé? Non, on n'a jamais trouvé les coupables. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé d'ailleurs que c'était quelque chose qu'on avait monté nous-mêmes, ce qui est aussi une hérésie, parce que je ne vois pas comment un constructeur pourrait prendre un tel risque, parce qu'il y aurait 100 complices de quelque chose de ne pas acceptable. Donc là aussi, c'est une interprétation des choses. Mais malheureusement, on n'a jamais trouvé les gens qui avaient volé la voiture. Et malheureusement, la voiture de Vatanen, qui à l'époque était en tête, a été déclassée parce qu'il ne s'était pas rendu à la bonne heure au contrôle de départ. Et c'est Juha Kankkunen, avec une Peugeot, qui avait gagné le rallye. Ça vous a évité un tirage au sort. L'espionnage fait... C'était prévu dans la présentation, Non, ça? non, je plaisante. Je m'en vais alors. On a parlé également, il n'y a pas très longtemps, enfin c'était il y a plus de 10 ans, l'espionnage entre Ferrari et McLaren. Aujourd'hui, tout est cadré, entouré, contrôlé. Comment vous luttez justement cet espionnage industriel dans le monde de la Formule 1? Mais c'est dans le monde tout court. On sait très bien qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un espionnage industriel très très fort et qu'on lutte contre ça. Et dès qu'on a des évidences, eh bien, le rôle du pouvoir sportif, c'est d'agir en prenant des sanctions et en s'assurant que ça ne se reproduise pas. Et c'est le rôle du régulateur et du législateur. Ok. Petite anecdote. Allez, là, c'est les 30 secondes. Ça a été un moment humoristique. C'est parti. Tu peux lancer ou pas? C'est maintenant que tout se joue les gars. Jean, j'ai besoin de plus d'adhérence. Ok, montez les roues double adhérence. À toi de jouer Michael. C'est un bon souvenir, ça Alors, vous voyez là, attendez, vous voyez ici là, cette petite partie de badge, c'est l'ICM. Alors je l'ai dit tout à l'heure, en fait, Thomas Langman, qui était le producteur du film, est venu me voir un jour en me disant voilà, on aimerait que, avec Michael, tu participes à ce film. J'en ai parlé à Michael, on a dit il faut qu'on ait une raison, une motivation pour le faire. Et à l'époque, c'était en 2006, à l'époque on était en train de construire le projet de l'ICM. Et on a demandé à Thomas Langman, on lui dit voilà, on le fait à deux conditions. Déjà que sur le char et sur nos combinaisons, on puisse avoir la marque de l'ICM, et puis il nous faut un cachet qui soit irrefusable pour nous. Et il nous a donné à l'époque, c'est pas un secret, il nous a donné 600 000 euros. 600 000 euros, on a pu mettre nos badges et on a pu faire les clowns. C'était un moment sympa et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très particulier. 600 000 euros pour l'ICM, hein, j'entends. On l'avait compris comme ça, vous inquiétez pas. Là, on va parler un peu plus sérieusement. La sécurité routière, c'est votre combat d'aujourd'hui. On va regarder juste cette petite vidéo.
attaché tant d'importance sur ce sujet-là? Alors, déjà peut-être une petite anecdote par rapport à cette campagne qui s'appelle 3500 vies. Et en fait, on a lancé cette campagne avec JC Decaux et avec Jean-Charles. Et en fait, si je suis ici aujourd'hui, c'est suite à une sollicitation à Jean-Charles Decaux qui m'a dit, voilà, j'ai des amis à Valenciennes, il faut que tu viennes. Et donc, je suis là. Il a tenu parole, il m'avait promis, merci. Et en fait, l'insécurité routière, contrairement à d'autres pandémies, comme la malaria, la tuberculose, le sida, on a l'ordonnance. C'est éducation, application des lois, niveau des véhicules, niveau des routes et qualité des secours après les accidents. Donc ça, c'est l'éducation. Et quand on a commencé cette campagne en mai 2017, il y avait tous les jours 3500 morts sur les routes. C'est la cause numéro 1 de morts pour les jeunes entre 5 et 29 ans. Et aujourd'hui, si on devait recommencer cette campagne, ce serait plus 3005, ce serait 3008. Donc en 3 ans, il y a eu 8% d'augmentation sur les routes tous les jours dans le monde, sans parler des blessés, puisque tous les jours, il y a environ 140 000 personnes qui sont blessées avec des conséquences pour tout le reste de leur vie. Donc, je suis très reconnaissant à Jean-Charles, à toutes les équipes de Decaux, d'avoir, et puis aux 18 ambassadeurs, puisqu'on a 18 ambassadeurs extraordinaires qui se sont volontiers prêtés à cette campagne, et c'est une campagne qui a été utilisée dans 1100 villes et environ 90 pays. Et pourquoi la sécurité routière? Vous savez, la vie, on l'a vu, est faite de chapitres, et donc j'ai souvent vécu des drames avec des conséquences en compétition automobile. Et pour moi, la compétition automobile, ce n'est pas uniquement un spectacle, mais c'est également un laboratoire. Donc, on ne peut pas accepter le nombre de victimes qu'il y a sur les routes tous les jours dans le monde. Et donc, on peut apporter quelque chose. Et je considère qu'en citoyen que je veux responsable, eh bien, on doit s'engager pour les autres. Et tout à l'heure, je parlais de l'ICM, et un autre de mes combats, c'est la route. Et comme je connais assez bien la route, de par l'expérience que j'ai pu acquérir dans le domaine de la compétition automobile, eh bien, j'essaye d'apporter cette expérience et cette crédibilité à travers les pays dans le monde. En 2009, quand vous avez été nommé président de la Fédération internationale automobile, quelle fut souvenez de la première décision que vous avez prise? Votre bureau donne, là on est sur le balcon de votre bureau là. Non, justement, alors une des premières décisions c'était de changer mon bureau de place à Paris. Mais non, franchement, je suis incapable de vous dire. Vous vous souvenez plus de la première décision? Quelle a été la première décision, hein. Mais il y en a eu plus. En fait, si, ma première décision, et ça c'est quelque chose que j'ai tout le temps fait, que je fais toujours, ça a été de faire connaissance avec les équipes. Donc la première décision, j'ai reçu individuellement chaque membre de l'équipe à Paris et à Genève pour faire leur connaissance. Combien de personnes vous avez dans votre équipe? À Paris, on a 50 personnes et à Genève, on en a environ 200. Les gens, quand ils vous croisent, c'est Monsieur le Président, c'est Jean Todt, c'est Jean... Ça dépend. Ça dépend qui me croise. Ouais. Hein, mais franchement, c'est pas la chose la plus importante. Ouais, non, mais ok. Une question de nos membres. Il y a Olivier Legrain. Olivier, où est-ce que tu es? Olivier. Voilà, il est là. Alors, Olivier Legrain. Il veut me poser une question. Vas-y. Quel patron de cuisine est là qui a 4 sites ici dans la région? Tout d'abord, bonjour. Une partie de votre carrière est liée à Michael, mais qui a fait le plus grandir l'un l'autre? Pardon, j'ai pas compris. J'arrête. Votre carrière est liée avec Michael, une grande partie, mais qui a fait le plus grandir l'autre dans l'esprit? Non, pardonnez, ouais, c'est pas une bonne question, parce que déjà ma carrière n'est pas liée à Michael, puisqu'en fait j'ai commencé en 66 et on est en 2020, donc ça veut dire 54 ans. Et avec Michael, on a travaillé ensemble entre 1996 et 2006.
donc 10 ans. Donc ça veut dire après 20% de notre carrière professionnelle, on a été ensemble. Et C'est celle qui va le plus partir. Et ensuite, non mais ça je peux le comprendre par contre, mais ensuite on n'est pas en train de quantifier celui qui amène le plus. Ce qui est important, c'est que tous ensemble, à commencer par les mécaniciens, la standardiste, celui qui vous ouvre la barrière, on a fait une équipe que je qualifiais de Dream Team, et ensemble, on a eu des moments terribles que nous avons surmontés, et on a eu des moments de grand succès dont nous nous sommes réjouis. Merci. Merci. J'ai une question d'Anthony l'Espagnol, qui ne peut pas s'en empêcher. Alors Anthony, vas-y à toi. Je suis Anthony l'Espagnol, spécialiste de la